Bonjour, bienvenue sur le plateau TV de Décideur Magazine pour une émission spéciale consacrée au marché actions. Pour nous accompagner dans notre réflexion, je suis ravi d'accueillir Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Aurélien. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'année 2020 était une année très particulière pour le palpitant des investisseurs. Quel bilan on peut quand même tirer au début décembre de cette année? Alors, il y a pour moi deux niveaux de réponse à cette question-là. La première, c'est en termes de gestion. Et c'est vrai que 2020, c'est un peu un concentré de ce qu'il fallait faire en termes de gestion d'actifs. C'est-à-dire, dans un premier temps, mettre en place une gestion active, comprendre la dynamique qui sous-tendait les mouvements sur les marchés d'actifs risqués, que ce soit sur les marchés d'actions, mais aussi sur les marchés du crédit. Il fallait aussi savoir, garder un cap, faire confiance à ces moteurs de performance sur le long terme. Cette année, notamment la sélection de valeurs sur les actions ou la gestion de l'exposition sur les marchés du crédit. Et puis, il fallait aussi se préparer ou savoir se préparer au pire et mettre en place des stratégies en portefeuille qui fonctionnent bien, se préparer, encore une fois, pour le pire ou pour un événement peu probable qui s'est matérialisé cette année. Donc ça, c'est en termes de gestion. Après, en termes économiques, c'est sans doute encore un peu tôt pour le dire. Mais à ce stade, ce qu'on a vu, c'est que on a globalement toujours moins de croissance et toujours plus de dettes. Une réponse sans précédent et des banquiers centraux et des gouvernements. Ces derniers ont d'ailleurs largement, mis de côté les politiques d'austérité qui avaient pu prévaloir dans des crises précédentes. Et puis on voit aussi, notamment sur les marchés obligataires, des marchés qui sont de plus en plus administrés par ces banquiers centraux, justement. Encore une fois, on n'est que fin décembre et malheureusement, l'effet de cette crise-là se ressentira encore pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Alors certes, nous sommes fin décembre, mais les investisseurs sont quand même contents de voir que cette année 2020 est bientôt derrière nous. Surtout qu'il y a également les campagnes de vaccination qui ont démarré dans certains pays. Je pense au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Est-ce qu'on peut enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel? Est-ce que 2021, c'est l'année du rebond économique? Alors oui, c'est-à-dire que clairement l'année 2020, on l'a dit, on s'en souviendra comme étant l'année de la pandémie, l'année des confinements, l'année d'une récession extrêmement sévère. Et on peut en tout cas l'espérer, je l'espère très fort, que l'année 2021, ce sera l'année du vaccin, en tout cas des vaccins, d'une forme de liberté retrouvée, et puis d'une reprise économique forte. Il ne faut pas confondre avec l'arrivée du vaccin la résolution progressive de la source de la crise, de la résolution de la crise elle-même. Et ces forces de stagnation séculaire, elles restent très présentes. Il y a des capacités de production qui restent largement sous-utilisées, une demande qui est particulièrement faible, un taux d'épargne qui est particulièrement élevé. Et d'autres facteurs plus généraux que sont la démographie par exemple ou la révolution digitale. Et sortir de cet environnement-là, ça prendra du temps. Pourquoi ça prendra du temps? Parce que les outils dont disposent les banquiers centraux sont de moins en moins importants et ils suffisent plus à eux seuls à porter une reprise économique. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est de plus en plus tributaire de l'action des gouvernements pour venir porter et aider cette reprise économique. Et on le sait, et on le voit, l'action de ces gouvernements, elle tend à être plus volatile, plus versatile. Et on le voit des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit avec le plan de relance européen qui a mis presque 6 mois à être approuvé, ou la quatrième patte ou la quatrième jambe de stimulus aux États-Unis qui elle, tarde à venir. C'est vrai que vous expliquez un peu l'action des États. Vous sous-entendez quand même que leur action est peut-être pas suffisante, que les plans de relance initiés seront peut-être pas suffisant justement pour réussir à passer cette période assez compliquée quand même. Ouais, alors les gouvernements, cette fois-ci, durant cette crise-là, ils ont, appris les leçons du passé, les banquiers centraux aussi d'ailleurs, ils ont su réagir extrêmement, relativement rapidement. Encore une fois, pour pouvoir juger si les actions de ces gouvernements sont suffisants, c'est encore un peu tôt parce que les effets de la crise, ils ne sont que partiellement connus. Il y a ce qu'on appelle des effets d'hystérèse, par
par exemple, sur le chômage, ou des ondes de propagation que pourrait avoir, on va dire, une remontée des défauts des entreprises. Ces effets-là, ils ne sont aujourd'hui que partiellement connus. Là aussi, je vous le disais, il faut aussi différencier en termes de mesures de soutien, les mesures de soutien des gouvernements et les mesures de soutien des banquiers centraux. Et on voit là encore une fois à quel point il peut y avoir un écart entre ce qui est souhaitable et ce qui est réalisable. Et pour répondre à votre question sur est-ce qu'il en faudra davantage, vraisemblablement oui. Aux États-Unis, par exemple, on a un moratorium sur la dette qui va toucher, ou qui devrait en tout cas en l'état toucher à sa fin d'ici la fin de l'année. Les plans de budget, les plans et les budgets des différents pays européens individuels, ils ne montrent aujourd'hui pas de relance fiscale importante pour l'année 2021. Et on va dire les fonds du plan de relance européen, eux, ils ne seront pas disponibles avant la deuxième moitié de 2021. Donc là, il y a bien, on va dire, un trou dans la raquette, ou une période de creux. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des annonces qui soient faites par les divers gouvernements de l'Union européenne, vraisemblablement une fois que les mesures de confinement auront été levées. Et c'est ce qu'on a vu sur on va dire la séquence précédente, notamment une fois que la Banque centrale a annoncé ces mesures de soutien, que les confinements sont entièrement ou graduellement levés. À ce moment-là, les gouvernements ont on va dire les mains libres pour pouvoir mettre en place des mesures de soutien qui seront sans doute plus efficaces que si elles étaient débloquées là, alors qu'on est tous bloqués chez nous. Alors, si j'avais interrogé les investisseurs boursiers en mars dernier en leur demandant où en seraient les principaux indices en fin d'année, je pense que assez peu de personnes m'auraient répondu avec conviction et force qu'on battrait des records sur certains indices. Je pense notamment aux grands indices de la tech américaine. Est-ce que cette remontée est quand même pas trop rapide, trop violente ? Trop rapide, je ne sais pas, mais en tout cas violente, oui, elle l'a été, et c'est un mouvement qui s'est largement, on va dire, accéléré sur ces dernières semaines, 6 dernières semaines, sur ces derniers mois. Clairement, on va dire, les bonnes nouvelles sur le front du vaccin, ont amené, on va dire, une bouffée d'espoir sur les marchés financiers. Ça, combiné avec les attentes de voir encore une fois plus de stimulus par les États. Pour autant, chez Carmignac, on a tendance à être un peu plus prudent sur la force de ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce que les vents contraires auxquels doivent faire face les marchés d'actifs risqués et les marchés d'actions notamment restent très présents. La pandémie, on a beau avoir un vaccin qui va être largement distribué, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et les courbes de progression du virus, elles restent préoccupantes dans plusieurs pays. C'est le cas en Europe, aux États-Unis, dans certains pays émergents également. On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi, on va dire, une certaine dépendance, et une plus en plus forte dépendance de ces marchés d'actifs risqués aux actions des gouvernements. Et là aussi, ça reste quand même un point d'interrogation. Et puis, les trimestres qui restent à venir vont être difficiles pour les résultats des entreprises. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais on n'y est pas encore. Donc ça, c'est pour les vents de face. Et puis, il y a des vents arrière qui ont porté ces actifs risqués, qui sont en train aussi de se ralentir ou de s'amenuiser quelque peu. C'est notamment le cas, on va dire, de l'amélioration des conditions financières, qui sont déjà largement remontées. Donc, une amélioration marginale de ces conditions financières, elle peut se faire, mais elle va être moins importante. Et puis, le sentiment des investisseurs, il est aussi, lui, largement remonté. Et ça aussi, c'est, on va dire, un moteur de moins pour porter la performance des marchés d'actions à court terme en tout cas. C'est vrai qu'en parlant de performance des marchés actions, il y a quand même pas mal de valeurs de croissance qui ont bénéficié d'un trend assez fort. Je vais prendre 2 exemples. La valorisation de Tesla, qui équivaut à quasiment toutes les valeurs de l'industrie automobile dans le monde, et la récente introduction en bourse de Airbnb, dont la valeur a été multipliée par 2 en l'espace de 24 heures. Est-ce que ça ne montre pas, par ces exemples concrets, qu'il y a une bulle
qui se matérialisent sur certaines valeurs de la tech? Alors, là aussi, je ne sais pas si on peut parler de bulle. Si on reprend ces deux exemples-là, donc Tesla et Airbnb, si on prend ces deux valeurs-là, ces deux valeurs qui sont leaders sur ce qu'elles font, clairement, elles viennent, on va dire, challenger ou disrupter, pour employer des mots à la mode, des marchés adressables totaux qui sont absolument gigantesques, et qui sont également en forte croissance. Donc ça, on va dire, justifie, en tout cas explique quelque peu la progression boursière qu'elles ont pu connaître. C'est vrai que le parallèle avec 99, il peut être tentant, mais en termes de rentabilité, le secteur technologique, les valeurs du secteur technologique, elles sont pas du tout aujourd'hui là où elles étaient en 99. Enfin, on a des entreprises qui sont aujourd'hui bien plus rentables. Si on prend par exemple l'exemple d'Apple, c'est aussi une société qui s'est largement renchérie. Là aussi, pour peut-être illustrer ce qui peut se passer et quel impact ça peut avoir d'être leader sur son marché, elles ont un pouvoir de prix qui est absolument phénoménal. Le prix d'un iPhone, ça coûtait il y a quelques années, dans les alentours de 300 €. Aujourd'hui, un iPhone, ça coûte 1 000 €. Donc ça vous donne bien aussi une idée, de pourquoi est-ce que ces valeurs-là peuvent suivre ce parcours-là. Après, c'est vrai que ça pose des questions. Vous parliez d'Airbnb. Il y a une autre valeur qui a été introduite en bourse à peu près au même moment, une société qui s'appelle DoorDash, qui fait la livraison de repas à domicile, on va dire un homologue de Uber Eats ou de Deliveroo chez nous. C'est aussi une société qui a vu le cours de son action quasiment doubler en l'espace de quelques heures. Et clairement, on va dire, Airbnb et DoorDash font des métiers qui peuvent être considérés comme étant radicalement opposés. C'est-à-dire que Airbnb, on va dire, va plutôt peut-être profiter justement de la réouverture de ces économies, de la lumière au bout du tunnel, là où une société comme DoorDash, qui fait de la livraison de repas à domicile, c'est plutôt une société qui tend à bien fonctionner dans un environnement, on va dire, de confinement généralisé. Vous avez cité deux valeurs. Vous, chez Carmignac, quelles sont vos convictions d'investissement pour 2021 et quelles perspectives vous dressez sur les marchés actions l'année prochaine? Alors, sur la façon dont on gère nos portefeuilles, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on reste pour nous dans ce cadre de stagnation séculaire, dans ce monde de croissance rare. Et ça justifie pour nous d'être d'être majoritairement investi sur des sociétés qui bénéficient de moteurs de croissance séculaire. Donc qui sont, on va dire, des sociétés dont les résultats, dont les perspectives sont, on va dire, moins dépendantes du cycle économique. Donc on retrouve ça dans le secteur de la santé, dans le secteur technologique également, mais aussi dans le secteur de la consommation, dans le secteur de la finance. Mais on va dire, la majorité de nos investissements sont concentrés sur ce type de valeurs-là, qui bénéficient de ces moteurs-là. Après, on en a discuté, il y a aussi, on va dire, des perspectives de rebond économique, de réouverture des économies, et on cherche aussi à s'exposer à ces thèmes-là. Comment est-ce qu'on le fait? On va le faire par exemple sur le secteur du loisir, typiquement, et des voyages. On trouve beaucoup de ces sociétés-là en Europe. C'est des secteurs qui ont été très sévèrement sanctionnés par la crise, et on peut le comprendre. Mais au fur et à mesure que, les vaccins vont être de plus en plus disponibles, on voit bien, on va dire, l'amélioration que pourrait connaître le résultat de ces entreprises-là. Ça peut aussi être le cas dans le domaine des concessions, par exemple d'aéroports ou d'autoroutes, qui là aussi bénéficieraient, on va dire, du retour de la mobilité des consommateurs. Les marchés émergents aussi peuvent être particulièrement attractifs, et là aussi, ils ont aussi, on va dire, un peu un pied dans les deux mondes. Ils ont ces facteurs de croissance, donc une croissance potentielle de ces économies émergentes qui sont plus élevées, une part du secteur technologique, qui est un secteur de croissance par nature et assimilé, qui représente une part importante des indices de marché, des indices émergents, entre 40 et 50%, donc une patte dans ce monde de la croissance, et puis un pied dans ce monde de la value, ce monde un peu plus cyclique, avec une exposition au cycle mondial, aux matières premières, qui là aussi pourraient leur profiter. Donc voilà comment est-ce qu'on gère nos portefeuilles, comment est-ce qu'on positionne nos portefeuilles aujourd'hui pour les 3 à 6 mois à venir. C'était très clair. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Bonne journée à vous. Merci de même. Au revoir. Au revoir.